suis Marc-Henri, professeur de chimie à l'Université de Strasbourg. Donc, ma spécialité, c'est la chimie, plus particulièrement orientée sur la chimie de l'eau. Donc, comprendre ce que c'est que l'eau, tous les phénomènes qui peuvent s'y dérouler, d'un point de vue chimique, bien sûr, mais aussi d'un point de vue physique et biologique. Donc, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire j'ai une double activité. D'une part, recherche, fabrication de nouvelles données scientifiques, et d'autre part, diffusion des connaissances auprès des étudiants. Voilà. Donc, vous étudiez l'aspect physico-chimique de l'eau et interfacial, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner, en gros, qu'est-ce que sont ces deux disciplines? Disons que l'eau existe sous plusieurs états. Donc, on a ce qu'on appelle la physique de l'eau, qui est l'eau liquide, l'eau vapeur et la glace. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle la physique de l'eau. Ensuite, l'eau est capable d'agir comme un solvant, donc de dissoudre des espèces, et ça, c'est tout l'aspect chimique. Qu'est-ce qui se passe quand on met un soluté dans l'eau qui interagit avec cette molécule? Et puis, il y a tout le domaine de l'eau, donc dite interfaciale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand l'eau ne dissout pas, mais se retrouve confinée dans des environnements qui peuvent être minéral ou organique. Donc minéral, c'est tout le problème de l'eau dans les sols, typiquement l'eau dans les argiles, et du côté organique, c'est tout le problème de l'eau dans la cellule, comment se structure l'eau au voisinage d'une protéine, d'un ADN, des choses comme ça. Donc ce sont vraiment trois facettes de l'eau qui sont couvertes par une seule formule qui est H2O. Et c'est ça qui est fascinant, quoi. Avec juste trois atomes, on a un comportement extrêmement complexe, que ce soit aussi bien en physique, en chimie qu'en biologie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chercheurs qui essayent de comprendre et qu'il faut être surtout pluridisciplinaire. Parce que moi, je suis surtout chimiste, mais on a besoin de physiciens, on a besoin de biologistes pour comprendre l'eau sous toutes ses facettes. Donc finalement, l'eau est un sujet très, très important au niveau de la physique et des différentes autres... Tout à fait, oui. Chaque jour, il y a à peu près 5 ou 6 articles scientifiques qui paraissent sur l'eau, mais sur l'eau uniquement. Chaque jour, je ne sais pas si vous imaginez. Si vous voulez lire toute cette littérature, vous en avez pour des mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui passionne la communauté scientifique et qui en même temps diffuse assez peu auprès du grand public, puisque pour le grand public, l'eau, c'est l'eau. C'est un liquide très ordinaire qui coule au robinet, et on n'imagine pas bien pourquoi ça mobilise autant de forces scientifiques au point de publier 5 à 6 papiers par jour sur cette substance. Est-ce que ce serait finalement cette forme très simple qui devient finalement très complexe? Ouais, c'est pas tellement ça, c'est surtout que l'eau est bipolaire. C'est-à-dire qu'elle a deux faces. Une face, disons, claire, qu'on voit facilement, c'est les hydrogènes. Et c'est ce qui est indiqué par sa formule, H2O, 2 hydrogènes. Elle a aussi une face cachée. C'est-à-dire que du côté de l'oxygène, il y a ce qu'on appelle 2 doublés électroniques qui sont là pour accueillir les hydrogènes. Et ce qui fait que l'eau peut se présenter soit sous son côté clair hydrogène, soit sous son côté obscur oxygène. Et ça donne une complexité. C'est un peu la figure mythologique de Janus qui a 2 aspects. Et c'est comme toujours avec les choses qui sont ambiguës qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Est-ce que vous pourriez nous parler du milieu médical? Vous avez fait référence tout à l'heure, tel que vous le connaissez, puisque apparemment vous le côtoyez quand même. Le milieu médical, oui, je le côtoie de toute façon en tant que cet horrible terme qu'on appelle le patient, puisqu'on est tous malades un jour ou l'autre. Donc on a affaire à un médecin qui est chargé de nous soigner. Et puis moi, je m'y confronte aussi au niveau universitaire, puisque j'enseigne donc la chimie, et que la chimie est une science fondamentale pour la médecine. Et donc, à ce titre, je peux avoir dans mon auditoire des futurs médecins qui vont apprendre la chimie par le biais de l'université. Donc, je suis à la fois des deux côtés,
expliquer à un médecin ce que c'est qu'une molécule chimique, ce que c'est qu'une liaison, l'importance qu'a la chimie dans tous les phénomènes biologiques. Et puis d'un autre côté, oui, aller me soigner quand je suis malade. Puisque vous êtes un chercheur et donc scientifique, un scientifique donc un chercheur, je ne sais pas si... Bon, les deux sont synonymes. Hein. Vous avez, est-ce que vous pourriez nous donner une définition d'un chercheur? Alors, disons qu'un chercheur, c'est vraiment quelqu'un qui interroge la nature. Ce qui va distinguer le chercheur du scientifique, c'est que le scientifique interroge la nature, comme tous les chercheurs. Par contre, il va ne sélectionner dans la nature qu'un seul type de phénomènes qui sont susceptibles de l'approche scientifique, qui sont les phénomènes reproductibles. C'est-à-dire que le chercheur, lui, s'intéresse à tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Et c'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui sont hors de la science, parce qu'ils s'intéressent à des phénomènes qui ne sont pas, disons, validés par l'approche scientifique. Et il y a d'autres chercheurs qui, eux, ont une approche scientifique, c'est-à-dire que parmi tous les phénomènes que nous propose la nature, on va s'intéresser essentiellement à ceux qui se reproduisent, qu'on peut reproduire à volonté dans des conditions de laboratoire. Et là, à ce moment-là, on fait de la recherche scientifique. Et donc c'est là où il y a peut-être un petit problème vis-à-vis du grand public qui ne perçoit pas cette différence fondamentale entre le fait qu'un phénomène soit reproductible amène une approche scientifique, c'est l'approche naturelle, et que les scientifiques vont avoir tendance à négliger les phénomènes non reproductibles, pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce qu'ils n'entrent pas dans le cadre de la science. Il faut un autre outil, et cet autre outil, ça peut être par exemple une approche artistique des phénomènes. Dès qu'il y a de la non-reproductibilité, de ce qu'on appelle des bifurcations, des systèmes où on ne peut pas reproduire à volonté l'expérience, à ce moment-là, une approche, disons, on pourrait même dire émotionnelle, artistique, est beaucoup plus efficace qu'une approche froide et scientifique. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des chercheurs qui, eux, sont plus du côté artistique et qui ne seront pas qualifiés de chercheurs scientifiques. J'espère que c'était clair. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'une expérience non reproductible? Oui, la vie. La vie est le sens même du phénomène non reproductible, puisque vous avez tous, enfin on a tous, un papa et une maman, et quand on fait un bébé, ce bébé est unique. Et si on veut reproduire le même bébé à volonté, on ne peut pas. On peut faire un deuxième bébé, mais il sera forcément différent du premier. Et donc la vie, par essence même, échappe à la méthode scientifique, c'est-à-dire que la méthode scientifique n'est qu'une partie, un outil qui ne va révéler qu'une certaine partie des phénomènes vitaux. Il y a toute une autre partie qui ne peut pas être approchée scientifiquement et qui faudrait être approchée par d'autres outils que la science. Est-ce que vous pourriez aussi nous en dire plus par rapport à l'approche scientifique? Alors l'approche scientifique est souvent qualifiée de réductrice, et c'est une étape qui est nécessaire. C'est-à-dire que si vous prenez en compte tout ce que les signaux que vous envoie la nature, il y en a beaucoup trop, et notre capacité d'analyse est beaucoup trop limitée pour analyser tout ça, donc on doit faire des choix. Et c'est en ça que le scientifique choisit donc déjà les phénomènes reproductibles, et ensuite il va y avoir une deuxième étape très importante, qui est de définir ce qu'on appelle le bruit de fond. C'est-à-dire qu'on va décider que tel phénomène est du bruit de fond et n'est donc pas pertinent pour l'étude qu'on veut faire. Et c'est là où évidemment il faut être très prudent, parce que si on met dans le bruit de fond un phénomène fondamental, on passe à côté d'une découverte. Et à l'inverse, si on met trop de bruit de fond, on ne comprend plus rien. Donc il y a un optimum à trouver les phénomènes reproductibles et ensuite définir un niveau où on filtre les phénomènes pour ne retenir que ce qui est au-delà d'un certain seuil. Et c'est cette activité qui peut être dangereuse sur le plan de la connaissance, parce qu'on peut passer à côté de choses importantes. Est-ce qu'on pourrait évoquer, au niveau de la logique,
puisqu'on parlait de médecine tout à l'heure. Oui. Comment peut-on expliquer finalement que des futurs médecins, voire des médecins qui exercent la profession depuis quelques années, n'aient pas fait un lien? Alors vous en avez évoqué tout à l'heure en évoquant la formation des médecins, des jeunes médecins étudiants, à savoir que même le grand public sait grosso modo qu'on est composé au moins 65%, 70% d'eau. Est-ce que vous avez une explication par rapport à ce non-éveil à s'intéresser plus à l'eau, alors que, ou que peut-être les médecins ne savent même pas qu'on est composé d'eau, ou comment vous... Oh si, quand même. J'espère qu'il y en a qui le savent. Alors, comment on peut expliquer qu'ils ne font pas ce lien Vous avez parlé tout à l'heure du théorème de... Oui, moi j'ai une vision un petit peu personnelle de cette chose-là, parce que, comme vous, je me suis posé cette question-là. Si on prend le corps humain et qu'on fait simplement une analyse en masse, le premier composant, c'est l'eau. Donc si on a une approche, disons, rationnelle des choses, comme le constituant majoritaire du corps, c'est l'eau, on devrait s'attendre à ce que tous les efforts portent sur le constituant majoritaire, puisque c'est lui qui en a à présent en plus grande quantité massique. Or, quand on ouvre un livre de biologie, on est très surpris, puisqu'on trouve maximum 2-3 pages consacrées à l'eau. Tout le reste est consacré à des composants qui sont certes très importants, mais qui en masse sont négligeables finalement. Donc il y a on passe beaucoup d'années dans les études médicales à comprendre ce que c'est que la chimie, ce que c'est qu'une protéine, ce que c'est qu'un ADN. Et souvent, on ne présente pas ce qui va avec. C'est-à-dire qu'une protéine, par exemple, pour être efficace, on sait qu'elle doit être hydratée. Mais ce qu'on présente aux futurs médecins, c'est une protéine sans eau. C'est-à-dire on a enlevé toute la couche d'hydratation et on ne lui présente que le squelette carboné. De la même façon, il y a des études scientifiques qui ont été faites. Aujourd'hui, on a des grands ordinateurs. C'est-à-dire qu'on peut simuler. Quand on veut faire une expérience et que ça coûte trop cher, on fait ce qu'on appelle un modèle informatique et on simule. Et les chercheurs se sont amusés à simuler la formation de la double hélice d'ADN. Et ils ont été très surpris parce que quand on met la double hélice et l'ADN dans un ordinateur, si on ne met pas d'eau, elle explose en 1 picoseconde. En 10-12 secondes. C'est-à-dire que les lois de la mécanique nous disent, si on les applique de façon rigoureuse, que l'ADN ne devrait pas se former dans des conditions anhydres. La double hélice n'est pas stable. Dès qu'on rajoute l'eau sur la double hélice, et il faut en rajouter 99,99% en masse, à ce moment-là, la double hélice devient stable, elle ne se dissocie plus. Donc ceci montre bien que ce qui donne la double hélice, ce n'est pas tellement la chaîne d'ADN, enfin la chaîne de sucre et de phosphate, c'est surtout la couche d'hydratation qui est là pour peut-être imposer la forme, mais surtout pour la stabiliser. Si cette eau n'est pas là, la forme est intrinsèquement instable et elle s'explose, comme le montrent les simulations. Et là, on y revient toujours au cursus universitaire où les futurs médecins voient l'ADN sans eau. Donc les protéines sans eau, l'ADN sans eau, la cellule sans eau aussi. On a une médecine très anhydre. Et quelque part, bon, ben c'est gênant puisqu'on est fait à 70% d'eau. Donc la médecine évacue ce composant. Et j'ai une théorie, mais elle m'est personnelle. Elle m'a été, disons, je l'ai découverte un petit peu grâce à un scientifique qui s'appelait Albert Szent-Györgyi, qui a eu une phrase qui, moi, m'avait beaucoup marqué quand je l'ai lue, c'est que la dernière chose qu'un poisson, si un poisson étudiait son milieu, de quoi il est fait, dernier composant qu'il trouverait, c'est l'eau. Il ne pourrait pas imaginer qu'il vit dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est sa matière même, c'est son milieu vivant, et donc il ne peut pas, c'est la dernière chose qu'il mettra en avant, il va toujours regarder tout ce qui n'est pas H2O, tout ce qui n'est pas son milieu. Et je regarde aussi pas mal les choses du côté des mathématiciens, parce qu'eux aussi ont une approche qui est purement intellectuelle, mais qui est souvent en très bonne résonance avec l'approche chimique.
c'est qu'on a ce qu'on appelle le théorème de Kurt Gödel, qui était un mathématicien qui a pu démontrer de façon rigoureuse que tout phénomène, enfin tout système d'axiomes possédait forcément ses propres contradictions. Alors, pour l'expliquer de façon peut-être la plus imagée, c'est qu'on n'a pas le droit de se faire référence à soi-même. Quand on veut faire une démarche mathématique, si on essaye de se référer à soi-même, on tombe sur ce qu'on appelle des propositions indécidables. Donc c'est un petit peu ce qui se passe, à mon avis, avec les médecins et l'eau. Le corps est fait majoritairement d'eau, et on est dans la situation, si on veut savoir ce que c'est que l'eau qui demande à l'eau ce qu'elle est. Il y a une boucle qui se ferme, et cette boucle fait qu'on a forcément une contradiction d'après le théorème de Gödel, puisque on se fait référence à soi-même, et ça on sait que c'est la source même de la contradiction, que si on ne veut pas avoir ces contradictions, il faut évacuer la référence à soi-même. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle la science a beaucoup de mal à travailler sur l'eau, parce qu'on est nous-mêmes faits d'eau. Et que ce serait quelque part nous référer à nous-mêmes. Et ça, on sait que sur un plan mathématique, ça aboutit à des contradictions fondamentales. Donc une autre façon de voir le théorème de Gödel, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du menteur. C'est-à-dire quand on a quelqu'un qui ment, il ne peut pas prononcer la phrase « je suis un menteur ». Parce que s'il est un menteur, vraiment, cette phrase n'a aucun sens. Ben, c'est comme le poisson, il ne peut pas dire qu'est-ce que c'est que l'eau, parce que l'eau, c'est son milieu vivant. Et s'il essaye de poser cette question, il aura forcément une réponse contradictoire. C'est-à-dire une réponse qui n'est pas décidable. Ça peut être ni oui ni non. Et donc, face à ces contradictions, souvent le scientifique évacue les questions, ça évite les problèmes. Certains scientifiques, donc, qui face à un phénomène qui les dérange, le nient. La négation est c'est bien connu en psychanalyse, c'est un moyen très efficace de défense. Quand on est attaqué dans ce qu'on croit au plus profond, la négation est souvent une réponse facile, disons immédiate, qui soulage. Par contre, à long terme, ça obsède. Donc, ce n'est pas une réponse satisfaisante. Ceci dit, il y a beaucoup de scientifiques qui, effectivement, face à des faits qui sont un peu surprenants et qui remettent en cause ce qu'ils ont appris, préfèrent nier qu'accepter la contradiction. Mais ça, après, c'est plus un problème de comment les gens ont été formés philosophiquement à la science. Et bon, moi, je vois bien comment j'ai vécu toute ma formation scientifique. Je l'ai eue dans des livres que j'ai lus moi-même. C'est-à-dire que aucun professeur ne m'a expliqué l'aspect philosophique de l'approche scientifique. Ça, c'est une découverte personnelle qu'on acquiert en lisant des ouvrages, pas forcément scientifiques, de la philosophie, des choses comme ça. Et donc tout dépend après si la personne a fait ce travail extra-scientifique qui consiste à admettre qu'il y a un sujet qui regarde, mais évidemment, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Ça, c'est plus une question qui fait appel à la psychanalyse qu'à la science proprement dite. Est-ce que finalement on pourrait dire que c'est lié, ce côté scientifique et ce côté non scientifique, comment on peut l'appeler d'ailleurs? Ah, pour moi, oui, je ne conçois pas la science sans la non-science. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'approche scientifique existe, il doit exister forcément la non-science, et que les deux ne sont pas, mais ça c'est la mécanique quantique qui nous l'apprend, ne sont pas exclusives mais complémentaires. Ça c'est quelque chose que les physiciens ont mis un peu de temps à sortir, ce qu'on appelle le principe de complémentarité, c'est-à-dire qu'il faut deux visions pour saisir un objet dans son ensemble. Et que ces deux visions peuvent sembler contradictoires alors qu'elles sont en fait complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il vaut mieux le regarder comme ça, parce que c'est plus facile, c'est mieux adapté, et que si l'objet change pour une raison X ou Y, il faut changer son regard et regarder l'autre aspect. Si on ne regarde qu'un seul aspect des choses, on tombe sur des contradictions, et à ce moment-là, on est un petit peu perdu. On parlait de la science et de la non-science, et surtout de la philosophie. Est-ce que vous connaissez la société anthroposophique? En tout cas, le regard de Rudolf Steiner justement, sur cette science. Oui, tout à fait, oui. Qui est proche de ce que vous dites. Oui, donc j'ai lu beaucoup de livres
de Rudolf Steiner. Le problème avec Rudolf Steiner, c'est qu'il n'est pas directement l'auteur de ses livres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fonctionnait que par tradition orale. Et donc il donnait des conférences, et tout ce qu'on a des conférences qu'il donnait, ce sont des retranscriptions d'auditeurs. Donc ça, quand vous avez une approche scientifique, c'est toujours un peu gênant, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'interpose entre celui qui émet le message et celui qui le reçoit. Nous, maintenant, on est obligé de passer par un auditeur, et cet auditeur, forcément, il a fait son travail sûrement très bien. On sait que les notes ont été relues attentivement par Steiner, mais bon, ce n'est pas comme si Steiner avait écrit ses livres. Donc ça, c'est une première difficulté qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand vous lisez un livre de Rudolf Steiner, vous lisez Rudolf Steiner par le biais de quelqu'un d'autre. C'est ce qui rend les livres assez difficiles à lire. Personnellement, il m'a fallu 20 ans de lecture pour commencer à voir un petit peu ce qui se dégageait. Et ce que j'ai retenu de l'approche steinérienne, c'est une rigueur scientifique extrême. C'est-à-dire que quand on lit toutes les précautions que prend Rudolf Steiner, on aimerait que ces précautions, les mêmes précautions, soient prises dans les analyses scientifiques des phénomènes de la nature. Et à la limite, il était même beaucoup trop rigoureux. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'approche. Ceci dit, moi, je trouve que son approche est parfaitement cohérente. Et surtout, ce qui est intéressant avec lui, c'est que bon, il ne se limite pas à l'aspect matériel des choses. C'est-à-dire qu'il donne des pistes de recherche vers des phénomènes qui sont non matériels. Et ça, on le sait, la science aujourd'hui, on atteint les limites des connaissances de la matière. Donc les progrès ne viendront qu'en intégrant des notions non matérielles dans la science. Et donc là, Steiner nous a donné des pistes, ça ne veut pas dire qu'elles sont valables, par contre, elles valent le coup d'être explorées et d'être étudiées. On parlait de mathématiciens tout à l'heure. Comment on pourrait synthétiser les mathématiques et la nature? La nature parle le langage des mathématiques, on le sait depuis la plus haute antiquité, les Égyptiens, les Grecs, toute la Renaissance nous montre que, ensuite l'approche avec Galilée nous a montré tout l'intérêt qu'il y avait à mathématiser les phénomènes. Et c'est là évidemment où on perd beaucoup d'abord le grand public, mais aussi les étudiants. C'est que l'étude des mathématiques est une science qui est relativement aride et donc demande une très forte concentration et une très forte persévérance pour arriver à maîtriser les outils. Et il est illusoire, enfin, ça ne veut pas dire que c'est la seule façon d'appréhender la nature, mais si on n'a pas cette formation mathématique, on perd beaucoup de choses. Et on peut se contenter d'une vision très qualitative, c'est ce que font les artistes, mais un artiste qui est à fond dans l'art, s'il ne met pas un peu de mathématiques, il perd quelque chose. Et ça a été bien montré par un artiste que j'aime bien, qui est Escher, qui a commencé en faisant des tableaux, et qui ensuite est devenu un fanatique de théorie des groupes, quand il s'est aperçu qu'il aurait pu exalter son art grâce à des connaissances mathématiques. Et ça, je pense que dans cette combinaison entre une approche scientifique et une approche artistique, ça c'est très performant pour comprendre des phénomènes naturels et surtout sur le sujet qui nous intéresse, l'eau. C'est-à-dire que les deux approches sont vraiment intéressantes. Et on peut le voir ici sur le modèle qui est derrière moi. C'est un modèle mathématique, mais je l'ai construit moi-même parce que on sait que l'eau est capable de se structurer comme ça. Ce n'est pas de l'eau dans le liquide, hein, les choses sont claires, où il y a tout un phénomène qu'on appelle les clusters, mais ce n'est pas du tout ça, c'est l'eau qui se structure à l'intérieur de poches de protéines, qu'on appelle de l'eau confinée, de l'eau interfaciale. L'eau est une molécule extrêmement plastique et elle peut faire des dodécaèdres, elle peut faire des icosaèdres, elle peut faire des tétraèdres. Tout cela, je les ai étudiés, je les ai regardés, isolés. Et c'est quand on s'aperçoit que l'eau parle le langage des mathématiques qu'on comprend l'intérêt d'avoir une bonne formation en mathématiques. Et on en revient là aussi à la médecine.
le fait de voir la mathématique amène une rigueur dans le raisonnement. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a des mathématiques dans le cursus des médecins, même si c'est une des matières qu'ils détestent le plus. Avec la chimie, évidemment, puisque j'ai regardé récemment à la télévision une émission médicale où il y avait un médecin, enfin 2 médecins même, qui parlaient, et la blague, d'après ce que j'ai compris, c'était à savoir quel était le plus nul des 2 en chimie. Chez les médecins, c'est comme ça, la chimie est une discipline qui les rebute au plus haut point. Et même moi, j'ai été confronté, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai été un petit peu étonné du manque de connaissances chimiques fondamentales qu'ont certains médecins. Et quant à l'eau, quelle est la part que prend la place de l'eau dans leur formation? Et la part que eux, c'est... Alors, elle est quasi nulle, hein, à ma connaissance. Moi, j'ai proposé, dans le cadre de l'Université de Strasbourg, une formation pour orienter justement pour les personnes qui veulent savoir ce que c'est que l'eau, aussi bien sur un point de vue physique, chimique que biologique, avec l'espoir d'avoir des médecins qui puissent venir s'intéresser à ce que c'est que l'eau, puisqu'en tant que chimiste et physicien, on peut leur apprendre beaucoup de choses sur ce milieu. Et en 4 années de proposition, personne ne s'est présenté. Donc, quelque part, ça veut bien dire que l'eau est évacuée de la problématique de la biologie et de la médecine. On retrouve en recherche beaucoup de gens qui travaillent sur l'eau, ce qu'on appelle l'eau interfaciale en biologie. Mais là, c'est plutôt de la biologie moléculaire ou de la biophysique qui est un petit peu déconnectée de la médecine. Dès qu'on est avec des médecins, l'eau n'est quasiment pas étudiée. La seule exception que j'ai, ce sont les médecins qui s'orientent, que j'ai déjà formés, qui s'orientent donc vers ce qu'ils appellent les eaux thermales. Parce qu'on peut se soigner avec les sources. Donc il y a une spécialité en médecine, on peut devenir spécialiste de thermalisme. Et là, effectivement, je suis déjà intervenu pour former des médecins. Ceux-là sont sensibilisés, veulent en savoir plus sur l'eau, et là, ils sont demandeurs. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet des eaux thermales? Qu'est-ce qui font qu'elles soignent? En gros, la particularité. Oh, ça, on n'en sait pas grand-chose, puisque l'eau est, comme je vous dis, un milieu ambivalent. Il y a un aspect matériel très clair, puis il y a un aspect un petit peu plus immatériel. Donc il est probable que les eaux thermales agissent sur les 2 niveaux. Donc au niveau matériel, bon, on sait qu'il y a des minéraux qui sont dissous, donc ce sont des eaux qui peuvent être très bénéfiques sur le plan de la santé. Et surtout, ce sont des eaux, lorsqu'on les analyse, qui sont bourrées de colloïdes. Et les colloïdes sont des choses extrêmement importantes. Tout votre corps est un colloïde. Donc il y a, dans les eaux, je précise bien qu'on prend ce qu'on appelle au griffon. C'est-à-dire, le curiste boit l'eau au niveau de la source. Je ne parle pas d'eau en bouteille, où là, toutes les propriétés ont été évacuées, même si l'eau a été prise initialement à la source. Donc je parle des eaux qui sont prises au griffon, ce sont effectivement des eaux qui ont des propriétés très particulières, et qui peuvent soigner certaines pathologies. Mais là, il vaudrait mieux interroger des spécialistes de gens qui soignent avec l'eau. Mais il est probable que ces eaux agissent sur 2 plans. Un plan matériel et un plan immatériel, où là, évidemment, la science ne fait que découvrir si elle veut bien s'y intéresser. Comment on pourrait synthétiser en une phrase le processus de la vie? Oui, est-ce que la vie est un phénomène uniquement scientifique? Donc, moi, je peux vous donner ma conviction personnelle, qui n'engage absolument que moi. C'est que la vie est clairement un phénomène qui échappe par essence à la science. Quand je dis par essence, c'est-à-dire qu'il y a dans le phénomène vital cette notion de non-reproductibilité, et ceci fait que l'approche scientifique ne peut pas être efficace. Et ça, c'est basé encore, si on en revient aux mathématiques, sur un théorème qui est très puissant, qu'utilisent tous les scientifiques, qui est le théorème de Noether, qui associe donc à chaque propriété de symétrie un principe d'invariance et de relativité ou de reproductibilité, c'est-à-dire que 2 expérimentateurs verront le même phénomène toujours.
Or ça, c'est précisément ce que la vie nous interdit. Si je vous montre un tableau, le tableau sera le même, mais si je vous demande d'en parler, le discours sera différent, alors que l'objet est le même. Et évidemment, le discours est différent parce que c'est deux êtres vivants qui parlent du même tableau. Et donc, dans la vie, il y a quelque chose qui est, par définition, individualiste, non reproductible, non invariant. Et c'est ce qui fait que, si on essaye d'appliquer une méthode purement scientifique, on est condamné à l'échec. Ça ne veut pas dire que la science ne doit pas être appliquée. Elle peut l'être, mais à ce moment-là, elle ne devient qu'un outil qui peut aider à comprendre les choses, mais en aucun cas une finalité. Et c'est la raison pour laquelle le scientifique, à ce moment-là, doit faire appel à d'autres visions du monde, qui peuvent être des visions philosophiques, artistiques, pour saisir le phénomène vital dans toute sa totalité. Sinon, je dirais que si on a une approche purement scientifique, on ne saisit que l'aspect purement mortel des choses, et tout l'aspect immortel nous échappe, tout ce qui est immatériel, parce qu'on sait qu'un organisme vivant, c'est plus qu'un assemblage d'atomes et de molécules. Ça, c'est ce qu'on voit au niveau d'ordre zéro, et c'est peut-être là où on peut en venir d'ailleurs à Steiner. Steiner explique ça très bien, qu'il y a un niveau matériel, puis ensuite il y a des couches successives qui se caractérisent par le fait qu'elles ne sont pas matérielles, mais par contre qu'elles influent le niveau matériel. Et c'est là où effectivement on tombe sur l'essence même du phénomène vital. C'est que pour aborder ces phénomènes qui ne sont pas de nature matérielle, il faut des outils qui ne soient pas uniquement scientifiques. Vous parliez du côté immortel, ça m'a fait penser à la citation d'Alexis Carrel par rapport à la cellule, Oui. que vous devez connaître, j'imagine, sur le fait que c'est pas la cellule qui dégénère, mais le milieu dans lequel elle vit, et que donc si ce milieu était, on va dire, pur, je ne sais pas comment le définir, la cellule ne serait immortelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, je n'ai pas lu... Je ne suis pas biologiste de formation, donc je manque un petit peu de recul. Par contre, ce que je sais, oui, c'est que les cellules, a priori, sont immortelles. Je crois que les biologistes en sont arrivés de façon assez certaine à cette conclusion. Et qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mécanisme dans la cellule qui fait que les cellules sont programmées pour mourir, en fait. Mais que si on court-circuite ce mécanisme, elles deviennent immortelles. Et que donc, quelque part, la vie a inscrit la mort dans le processus cellulaire. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la science et il y a la non-science, il y a la vie, il y a forcément la mort. Le fantasme de vouloir avoir des choses immortelles, c'est peut-être très joli sur le papier, mais ça doit ressembler à quelque chose qui ressemble à l'enfer pour moi. Donc, il y a forcément dans la vie, les cellules sont programmées pour mourir. Et d'ailleurs, on le sait, certains cancers sont en fait des cellules qui ne veulent pas mourir. Et c'est ça qui déclenche la maladie. Quelque part, refuser de mourir est une mauvaise chose. Et donc là, mais là, par contre, on est vraiment dans un domaine où la science est très mal à l'aise, parce que la vie, la mort, on aime bien le côté vital des choses, on est un petit peu plus réticent du côté mortel, c'est-à-dire qu'autant on accepte la vie, autant on renie la mort. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu délicat. Effectivement, ça c'est très étonnant parce que quand vous donnez cette définition-là par rapport au cancer, en fait, c'est la définition inverse de celle qu'on connaît. Si vous me donnez la définition que vous connaissez... Je veux dire, le fait que le cancer provoque... Oui, mais le cancer provoque la mort par un excès de vie. C'est-à-dire que quand vous avez des cellules, un cancer, c'est des cellules qui prolifèrent et qui ne savent plus. Normalement, l'organisme est fait pour quand il y a une cellule qui commence à devenir folle, on la tue. Parce que si on la laisse faire, elle va remettre en cause l'organisme dans son entier. Et c'est ce mécanisme qui est perdu dans le cancer, c'est-à-dire que les cellules prolifèrent, ça donne des tumeurs. Mais quelque part, une cellule cancéreuse est une cellule extraordinairement vitale. D'ailleurs, on le voit bien. Quand on regarde ça un petit peu de près, on voit que même les vaisseaux sanguins se détournent pour alimenter la tumeur. Parce que la tumeur est un objet qui a tellement de vie
qu'elle a besoin d'un afflux de matière, de nourriture, et donc elle est capable de détourner la circulation sanguine, de créer des nouveaux vaisseaux pour s'alimenter. Et ça, bon, je ne suis pas chercheur dans le cancer, mais c'est ce que je lis des articles, et il y a des chercheurs qui travaillent dans cette direction-là. On peut faire régresser le cancer en coupant les circuits d'alimentation, c'est-à-dire en ne privant la cellule de nourriture. C'est une façon de travailler. Et dans ces cellules cancéreuses qui ne veulent pas mourir, on a aussi, parce qu'on parle de l'eau, fait une découverte assez intéressante, c'est que ces cellules cancéreuses sont bourrées d'eau. Elles sont très très fortement hydratées. Ce qui va évidemment avec le sens que, comme l'eau c'est la vie, qu'elles sont hyper vitales. Et on le voit bien parce qu'elles ont plein d'eau, elles ont besoin de cette eau pour fonctionner. Et quelque part, il y a aussi une relation entre l'eau et le cancer de façon très nette. Même si on n'est pas capable aujourd'hui d'en tirer un principe pour soigner les gens, on sait que les cellules cancéreuses sont extrêmement hydratées et qu'il y a donc un lien entre la manière dont l'organisme gère l'eau et le développement de cellules cancéreuses qui sont des cellules, comme je vous dis, qui ne veulent pas mourir. Justement, pour continuer cette bonne transition, on parle souvent d'une quantité moyenne à absorber d'eau, alors que finalement, ce qui est le plus important à s'occuper, c'est non pas la quantité moyenne pour un corps, mais ce que la cellule a... Voilà, c'est ce qu'on appelle l'hydratation cellulaire. Alors là, je peux vous donner quelques informations qui sont assez, je pense, assez importantes. On est fait à 70% d'eau, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous savez quelle serait l'épaisseur de la couche d'eau qui correspondrait à ces 70%? C'est-à-dire que cette eau hydrate vos cellules, et si on admet que tout fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathologie liée à l'eau, que toutes les cellules sont correctement hydratées, on peut faire le calcul, c'est un calcul élémentaire, qui a été fait d'ailleurs par Pascal Montré, dans son livre qui est consacré entièrement à l'eau dans la cellule. On peut montrer qu'entre deux cellules, il n'y aurait uniquement que 2 couches d'eau. 2 couches à droite et 2 couches à gauche. C'est-à-dire 4, vous partez d'une cellule, vous comptez une couche d'eau, une molécule d'eau, 2 molécules d'eau, 3 molécules d'eau, 4 molécules d'eau, vous êtes déjà arrivé à l'autre cellule qui est juste à côté. Et c'est en ce sens qu'on a un petit problème qu'on aimerait que les médecins sachent que c'est vraiment que l'eau, puisque quand vous avez simplement que 4 molécules d'eau en longueur entre les cellules, vous n'avez pas le droit d'appliquer tous les raisonnements qu'on applique en chimie, ce qu'on appelle la physique statistique, parce que vous êtes dans un milieu où il n'y a suffisamment pas assez d'objets pour faire les moyennes. Et donc, la cellule est par définition même un objet qui fonctionne à l'échelle du nanomètre et qui est donc échappe aux lois de la mécanique classique, celle qui a été mise au point par Newton au XVIe siècle. On sait aujourd'hui qu'à ces échelles-là, il faut appliquer une autre théorie qui est donc la mécanique quantique, qui est la seule capable de comprendre à ces échelles du nanomètre ce qui se passe réellement. Et c'est là où on retombe sur le problème de la formation des médecins, c'est qu'il doit pouvoir exister, il existera sûrement dans le futur une médecine quantique, mais il faudrait que les médecins s'intéressent à la physique quantique pour comprendre comment on peut agir sur une cellule à ce niveau-là, parce que la mécanique quantique a des ressources extraordinaires qui ne sont pas du tout présentes dans la mécanique newtonienne. Et si on a dans l'image, dans sa tête, simplement une image de boule de billard qui s'entrechoque, on perd un trait essentiel de ce que c'est qu'une cellule. En schématisant, est-ce que vous pourriez nous donner une image de ce qu'est la physique quantique? Comment on peut l'aborder pour des non-initiés? Alors pour des non-initiés, c'est évidemment très difficile parce que ça s'applique à une échelle qui ne nous concerne pas. L'échelle du nanomètre, donc 10-9 mètres. Et l'idéal, en fait, c'est même un petit peu plus petit, c'est le Langström, donc 10-10 mètres. C'est l'échelle à laquelle la mécanique quantique règne, et c'est une échelle qu'on ne peut pas imaginer, parce que nous, en effet, même si vous prenez votre cheveu, il fait 0,1 micron, c'est beaucoup trop gros à l'échelle
phénomène. Donc c'est pour ça qu'il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que la physique puisse mettre en place ces lois. Et là aussi, on retrouve ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que ces lois cette mécanique quantique ne peut être expliquée que dans un formalisme mathématique. C'est-à-dire que si on n'a pas fait l'effort de se former en mathématiques, on aura toujours beaucoup de mal à saisir ce qu'il y a là derrière. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que ce qu'on a découvert à cette échelle du nanomètre, c'est que la matière n'existait pas en fait. C'est-à-dire que à ces échelles-là, la notion de corpuscule n'a plus beaucoup de signification. L'atome se comporte, ou la particule se comporte comme on appelle un paquet d'ondes. C'est-à-dire c'est plein d'ondes qui sont en interférence. Et c'est un petit peu surprenant parce qu'une onde est immatérielle. Et c'est quand vous superposez suffisamment d'objets immatériels, apparaît une corpuscule. Et ça, on sait très bien, la mécanique quantique travaille très bien avec cet outil-là. C'est-à-dire qu'elle va mettre un paquet d'ondes à la place d'un corpuscule. Et dès qu'on travaille avec les ondes, on a tout de suite une autre dimension qui s'ouvre. Parce que la corpuscule a ce problème, c'est qu'elle est localisée dans le temps et dans l'espace. La particule est là ou elle n'est pas là. Alors que l'onde a cette propriété qu'elle est partout à la fois. Et donc c'est ça qui ouvre des portes extrêmement intéressantes au niveau, si on se préoccupe de faire une biologie qui prend en compte les lois de la mécanique quantique, on a des ondes qui peuvent baigner tout un milieu, partout en même temps et à la fois. Ce qui est évidemment très différent de la vision classique qu'ont les biologistes, que pour agir sur une cellule, il faut faire passer un objet, une corpuscule par un canal, ce qu'on appelle les canaux ioniques, ou les aquaporines par exemple, pour l'eau. Si c'est ondulatoire, on sait très bien que la mécanique quantique interdit les prisons, c'est-à-dire que si vous mettez une particule dans qu'on appelle un puits de potentiel, pour simplifier une prison, pour l'empêcher de sortir, la probabilité qu'elle sorte sera toujours non nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie, il n'existe pas de coffre-fort. Et c'est même pire que ça, c'est que plus vous allez restreindre le volume dans lequel vous essayez de confiner votre objet, plus il va s'en échapper. Et c'est ça qui donne d'ailleurs, de façon assez surprenante, la stabilité à l'atome. C'est quelque chose que les gens n'avaient pas. L'atome est formé de charges positives, c'est le noyau, d'électrons qui sont négatifs, qui tournent autour du noyau, c'est l'image de la petite planète. Et les physiciens se sont tout de suite rendus compte que ça ne pouvait pas tenir, parce que les charges plus attirent les charges moins, et que l'électron devait rentrer sur le noyau. La mécanique quantique nous a permis de comprendre que ça ne pouvait pas arriver, parce que le noyau est tellement petit que l'électron serait confiné dans un volume beaucoup trop petit compte tenu de sa masse, et donc il peut en sortir. Et c'est pour ça que finalement, il ne tombe jamais sur le noyau, mais il reste sagement à 1 angstrom, c'est-à-dire très très loin. Et c'est grâce à ce mécanisme de non-emprisonnement que les atomes sont stables et que les molécules existent. Et donc, ce qui est intéressant, ça c'est pour la stabilité des atomes et des molécules, c'est d'aller à l'échelle suivante, le nanomètre. Et l'eau nous permet de faire ça, parce que quand vous avez par exemple une poche de protéines, la taille de cette poche d'eau, c'est typiquement 1 nanomètre. Donc on est vraiment dans le bon domaine de taille. Qu'est-ce qui se passerait si on traitait ça de façon quantique, et non pas de façon classique, comme on a l'habitude de le faire? Et surtout, plus de physique statistique, et plus qu'une approche peut-être statistique, mais à ce moment-là basée sur les lois de la mécanique quantique. Ça demanderait évidemment de la part des médecins une formation approfondie dans ces matières. Nous, chimistes, il se trouve qu'on a cette formation, parce qu'on travaille avec des atomes et des molécules, et que si on veut comprendre comment une liaison se casse ou se crée, que c'est notre travail de tous les jours, c'est de casser une liaison ici pour en refaire une autre, pour transformer la matière. Donc nous, on baigne dans cette mécanique quantique, on est obligé. Le jour où on pourra montrer que la cellule fonctionne avec ça, et ça a déjà été montré par d'ailleurs un scientifique, je crois que c'était... On a montré très bien, par exemple, que le muscle, l'ATP, qui sert à faire fonctionner la machinerie cellulaire, le muscle n'est pas une machine thermique, c'est un objet quantique. Le fonctionnement même brûler une molécule d'ATP fait appel à la mécanique quantique.
Et on joue avec la quantification des niveaux. Si l'énergie n'était pas quantifiée comme nous l'apprend la mécanique classique, il n'y aurait pas de quantique, pardon, il n'y aurait pas de muscles. Donc on a déjà des pistes qui montrent que voir la cellule fonctionner comme un objet quantique amènerait une transformation radicale de la médecine. Ça ne fait aucun doute. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut que les gens se mettent au travail. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça suppose d'abord une formation en mathématiques pour comprendre le formalisme, et ensuite, une fois qu'on maîtrise le formalisme, l'appliquer à des objets de nature biologique et non pas simplement à des objets, disons, inertes comme des atomes ou des molécules, comme on le fait en chimie. Moi j'ai une question par rapport à ça. Si on se base finalement sur vos connaissances que vous avez acquises et qu'on prend pour acquis que cette physique, cette mécanique quantique est bien réelle et que la cellule est à la fois corpusculaire mais aussi ondulatoire et que ce phénomène ondulatoire peut avoir une action sur le corps. Si on se base sur vos connaissances à ce niveau-là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire simplement prendre cette synthèse que vous avez obtenue par vos travaux et la calquer directement sur la médecine et se servir de cette synthèse pour, en quelque sorte, aller plus vite, c'est-à-dire utiliser directement ces connaissances sans forcément passer par le côté analytique que vous avez pu acquérir? Ce serait très difficile, parce que bon, il ne faut pas dire que la cellule a un comportement ondulatoire. Ce qui a un comportement ondulatoire, c'est les composants intimes de la cellule. C'est-à-dire qu'une poche d'eau dans une protéine ou une enzyme, aller mettre une molécule d'ATP dans une poche pour faire de l'énergie et faire une réaction biochimique, c'est clairement quantique. Mais la cellule est quand même un objet suffisamment gros pour qu'on puisse ne pas avoir à traiter toute la cellule comme un objet quantique. Ce qui est difficile, c'est de comprendre comment on pourrait agir sur certains points très particuliers des organites cellulaires, qui, eux, sont susceptibles d'une approche quantique, à partir d'un phénomène d'un expérimentateur qui, lui, est macroscopique. C'est ça le chaînon manquant qui nous manque. C'est-à-dire le couplage entre le niveau à nous et ce niveau-là. Alors, ce couplage, on doit pouvoir l'atteindre grâce à une approche ondulatoire, en envoyant une onde, parce que l'onde a cette propriété qu'elle a sa longueur d'onde, et si on choisit bien l'échelle, on va pouvoir parler directement, quel que soit, comme je vous dis, une onde n'est pas localisée dans l'espace, donc on est sûr que le message arrivera, et si on choisit la bonne fréquence, la bonne longueur d'onde, on doit pouvoir parler avec ces organites qui fonctionnent de façon quantique. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas les fréquences. On ne connaît pas les types d'ondes qu'il faut envoyer, les puissances. Donc il y a toute une recherche. Je sais qu'elle est faite aux États-Unis, des gens qui travaillent dans cette direction-là. Mais comme vous ouvrez un chapitre de la médecine qui est tout nouveau et qui risque de mettre beaucoup de vieux concepts au placard, c'est très secret tout ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où on en est. Des gens travaillent dans cette direction. Donc on sait aujourd'hui que via les ondes, on doit pouvoir influencer les processus cellulaires, et on peut le voir déjà par ce qu'on appelle les gens qui sont électrosensibles. Vous avez des personnes qui sont capables, quand ils rentrent dans une pièce, de tout de suite dire non, là il y a des ondes, c'est bourré d'électromagnétisme, et soit elles sont mal à l'aise, soit carrément elles développent des symptômes physiques. Et dès qu'on coupe toutes les sources d'ondes, ces personnes vont mieux. Donc ça montre bien qu'il y a là une piste de travail. Le problème, c'est que cette piste est niée, puisque vous savez tout ce qui se passe quand on met une antenne relais à côté d'une école ou d'un hôpital, on vous dit qu'il n'y a aucun lien. Donc là, on est encore dans un domaine, c'est une page de la médecine qui est en train de s'écrire. Et hélas, je ne peux pas vous en dire plus. Et comme toujours, quand on est en train d'écrire les choses, on ne voit pas très bien où on va, mais on sait qu'on a bon espoir que ça marche. Enfin, certains scientifiques ont bon espoir que ça marche. Alors que pourtant, il paraît assez évident que c'est effectivement la voie aujourd'hui
indispensable pour comprendre ce que pourrait être une médecine qui fonctionne. Oui, la voie ondulatoire présente un avantage énorme par rapport à la voie corpusculaire, c'est-à-dire les médicaments. On envoie une molécule soigner un point. C'est qu'actuellement, on a d'énormes problèmes avec les médicaments. C'est comment être sûr que le médicament est insassible. Parce qu'il doit passer des barrières cellulaires, il doit se naviguer dans la cellule, qui est un milieu qui est extraordinairement dense. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une cellule, vous prenez le métro à Paris à 1 heure de pointe. C'est exactement ça. Et vous avez le médecin qui met un médicament, et on va espérer que dans ce métro bourré et bondé, il faut traverser toute la rame pour aller atteindre la cellule qui est malade. On va espérer que ça marche. Mais c'est parce qu'on a une vision corpusculaire. On veut mettre un médicament qui se propage, qui va passer par une porte et qui va ensuite aller atteindre la cellule qui est malade pour la soigner. L'avantage de l'approche ondulatoire, c'est que les ondes sont partout. Ça baigne. Elles sont là, au bout du train, au milieu, au début. Et comme on fonctionne avec des fréquences, c'est très facile, puisque ça, les électroniciens le savent bien, 2 systèmes réagissent que si les fréquences sont accordées. Si vous ne tapez pas dans la bonne gamme de fréquences, l'onde vous traverse et il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe quelque chose que si vous donnez la bonne fréquence. Et ça, c'est un avantage, c'est que c'est sélectif, contrairement à l'approche médicament, puisque si on a la bonne fréquence, on ne touche que certains émetteurs, enfin que certains récepteurs qui sont branchés sur cette fréquence, et c'est omnidirectionnel. C'est-à-dire que le problème de se déplacer dans la cellule n'existe plus. Et c'est ça qui est séduisant dans une médecine quantique, c'est que là, on a un outil formidable de soins, parce qu'on élimine donc ces fameux effets secondaires qui viennent en fait du fait qu'on surdose le médicament parce qu'on sait qu'il y a toute une partie des molécules qui vont aller ailleurs, à des endroits où elles ne devraient pas normalement aller. Et donc, on a là un outil intéressant. Le problème, c'est qu'il faut que les médecins prennent ce problème en charge et admettent qu'on puisse soigner les gens comme ça. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis en tant que chimiste par rapport à la capacité d'absorption du corps d'une molécule chimique, dans la mesure où c'est finalement étranger? Oui, le corps est une grande usine chimique. Il est capable de fabriquer ses propres médicaments, ses propres toxines aussi. On a des organes qui sont spécialisés dans la fabrication de molécules. Il y a des organes qui fonctionnent, toutes les molécules, qui fabriquent toutes les molécules de l'humeur, qui permettent d'être en colère, d'être amoureux, tout ça, on connaît les molécules qui favorisent ces états-là. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous mettez, en plus de cette chimie interne, une chimie externe, soit un médicament, mais ça peut être aussi un polluant, pas forcément un médicament. Le corps a développé, et très sélectif, donc a développé des mécanismes de défense pour éliminer ou neutraliser les effets de ces choses-là. Donc c'est l'organe, essentiellement le foie, qui est spécialisé dans cette, qu'on appelle ça, ce traitement des espèces chimiques indésirables. Et donc je dirais, là, tout dépend de votre mode de vie, c'est-à-dire qu'il y a des modes de vie, si vous avez un mode de vie qui est sain, des organes qui sont en bonne santé, vous allez résister à ce qu'on appelle le stress chimique, parce que vos défenses naturelles sont là et que tout se passe bien. Donc les toxines sont traitées, évacuées, et ça ne pose pas de souci. Il y a des cas aussi où si les toxines arrivent en trop grosse quantité, vous débordez les défenses naturelles. Et à ce moment-là, c'est là où ça devient problématique. Donc c'est tout le problème de dosage du médicament. Quand on veut soigner les gens, on met des molécules qui sont extrêmement actives sur le plan biologique. On ne sait pas toujours très bien comment ça fonctionne. On sait que ça fonctionne parce qu'on a ce qu'on appelle des études statistiques. C'est-à-dire qu'on prend une population de gens, on leur fait absorber des médicaments qui sont malades et on regarde si la fraction de gens qui vont mieux, la fraction de gens qui, par rapport à une population de référence, mais on n'a pas de mécanisme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que fait la molécule quand elle arrive. On sait simplement que, statistiquement, il y a un certain nombre de gens qui vont aller mieux, et puis statistiquement, il y en a aussi qui vont faire ces fameux effets secondaires qui vont leur empoisonner la vie. Mais ça, c'est parce qu'on ne sait pas, en fait, ce qui se passe quand il y a un médicament qui arrive.
Et donc, normalement, on fait le dosage, on met la quantité qu'il faut pour qu'on soigne en essayant de minimiser les effets secondaires, sachant qu'il y a des cas où les effets secondaires sont toujours présents. Donc le médecin suppose que l'organisme est en bonne santé. Le problème, c'est que s'il ne l'est pas, ça peut avoir des effets un petit peu dramatiques. Donc c'est là où l'approche, une médecine moins orientée vers le corpusculaire, les molécules, mais plus orientée vers... On sait que chaque molécule a des fréquences de vibration caractéristiques. Ça, on sait les calculer en résolvant une équation qui est l'équation de Schrödinger. On sait parfaitement trouver les niveaux d'énergie, quelles sont les fréquences à lesquelles on peut exciter certaines molécules. Ça pourrait être du moins une hypothèse séduisante. En excitant sur ces fréquences-là, on devrait pouvoir arriver à avoir des effets thérapeutiques assez intéressants. Il y a trois façons principales d'absorber de l'eau. C'est donc la plus naturelle, celle que tout le monde pratique de façon consciente, qui consiste quand on a soif à boire un verre d'eau. Donc ça, c'est efficace, mais enfin, il y a quand même tout un chemin que doit faire l'eau. Elle passe par l'estomac, puis ensuite, c'est surtout au niveau de l'intestin qu'elle est absorbée. L'intestin est une structure qui est prévue pour laisser passer l'eau. Et ensuite, cette eau doit arriver dans ce qu'on appelle les aquaporines, qui sont en fait les portes d'entrée dans la cellule pour la molécule d'eau. Ce sont des portes qui fonctionnent de façon extrêmement efficace. Il passe à peu près 10 milliards d'eau de molécules par seconde dans ces portes. Et elles sont extrêmement sélectives, c'est qu'elles laissent passer les molécules d'eau une par une. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'à aucun moment il y a de liaison hydrogène qui se forme au niveau du passage des molécules d'eau. Et ça, c'est crucial, parce que s'il y avait ces liaisons hydrogènes qui se formaient au niveau de l'entrée de la molécule d'eau dans la cellule, on aurait ce qu'on appelle un court-circuit, puisque la cellule fonctionne d'autre part par un gradient de protons, qui permet de donner... L'ATP est transformé en un gradient d'hydrogène, du H+, qui se sert de ces fils d'eau pour se déplacer. Donc si jamais il y avait un fil d'eau continu qui alimentait la cellule serait en court-circuit. Donc la nature a inventé les aquaporines pour couper ce fil à 10 milliards de fois par seconde. Il y a un ciseau, et qui fait que les molécules d'eau passent une par une sans jamais faire de liaison hydrogène, ce qui assure une parfaite isolation électrique de la cellule. Donc ça, c'est la façon classique. Il y a un long chemin. Et évidemment, il y a des pertes d'eau. Il y a de l'eau qui va dans l'estomac, qui passe directement dans les urines, il y a dans les fesses. Enfin, il y a des tas de... Donc une autre façon extrêmement efficace de s'hydrater, c'est de prendre un bain. C'est-à-dire d'utiliser un autre récepteur qu'on a tendance à négliger, c'est la peau. Il faut savoir que la peau a un double rôle. Elle a un rôle de récepteur d'infrarouge thermique. C'est-à-dire qu'il y a de l'infrarouge qui passe à travers la peau. Et ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement être intéressant sur un plan de médecine. On peut soigner avec des infrarouges. Il y a des Japonais qui explorent cette voie, où ils vous donnent ils vous soumettent à des rayonnements infrarouges de fréquences assez caractéristiques, qui sont en fait les fréquences qu'on trouve d'émission des aluminosilicates, et visiblement, ça a des effets sur la santé. Donc ça, on fonctionne au niveau de la peau. La peau aussi est extrêmement avide d'eau, parce qu'on a des bicouches membranaires qui sont certes hydrophobes au niveau de la couche, mais les têtes polaires, elles, sont très fortement hydratées. Donc on peut s'hydrater très efficacement en prenant un bain. Et on joue ici sur le fait que la peau développe une surface extrêmement élevée, en fait, et donc on peut s'hydrater de façon extrêmement efficace, même sans boire. Et la troisième façon, c'est par les poumons, puisque les poumons sont aussi des structures extrêmement ramifiées. On appelle ça, sur un plan mathématique, des structures fractales, donc qui développent des surfaces phénoménales. Et là aussi, les molécules d'eau, qui sont, si on est dans une atmosphère qui est saturée de vapeur d'eau, simplement en respirant, on peut donc absorber de l'eau. Donc voilà à peu près les trois grandes façons que le corps a d'absorber de l'eau, sachant que la plus consciente, c'est la version par l'estomac, buccale. On a une version inconsciente qui est par la peau, et puis une encore plus inconsciente qui est par les poumons.
Est-ce que ça aurait un lien avec le problème encouru par les bébés, par la déshydratation? Oui, puisque la peau, bon, pour développer cette surface, tout en gardant, vous voyez, moi je fais 1,80 m, et pourtant je développe une surface corporelle qui est de plusieurs terrains de football. Donc pour mettre toute cette surface sur 1,80 m, il faut faire appel à ce qu'on appelle la géométrie fractale. Et ça se fait donc en faisant des structures tortueuses et repliées sur elles-mêmes. Il suffit de regarder par exemple un chou romanesco, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un très joli chou, qui est une structure autosimilaire, et on sait dans ces structures autosimilaires qu'on peut, dans un volume fini, mettre une longueur ou une surface infinie. Et donc ça, c'est le mécanisme qu'a la nature quand elle veut développer beaucoup de surface. Et le problème qu'ont les bébés, c'est qu'ils ont cette surface corporelle, mais elle n'est pas plissée comme chez nous, sous forme fractale, parce que le bébé vient de naître. Sa peau n'est pas encore bien tout à fait structuré pour minimiser les évaporations d'eau, donc il a toute la surface qui est exposée à l'air, ce qui fait qu'il se déshydrate très facilement. Et donc c'est la raison pour laquelle un nourrisson est extrêmement sensible à la déshydratation, et que lui, par contre, c'est vraiment... c'est pas la peine de le faire boire s'il est déshydraté, vous le mettez directement dans un bain, et là, il va se réhydrater entièrement, sans boire une goutte d'eau. Et de toute façon, vous ne pouvez pas faire boire de l'eau à un bébé, c'est pas possible. Parce qu'il va... Si vous avez essayé de faire boire de l'eau à un bébé, ben, surtout s'il est très jeune, vous devez comprendre que c'est quelque chose qui est impossible. Donc là, par contre, via la peau, qui est extrêmement facile à hydrater, donc c'est ce qui se passe en particulier s'il y a de la fièvre, c'est là où la température, quand elle va monter au-delà de 40, le taux d'évaporation va être tel que le bébé va se déshydrater. Donc c'est pour ça qu'au-delà de 40, il est vivement conseillé de mettre l'enfant dans l'eau pour éviter qu'il se déshydrate. Et en plus, ça a une action bénéfique. Ça fait baisser la chaleur corporelle aussi, parce que l'eau est un excellent réservoir qui stocke la chaleur. Donc ça refroidit aussi, ça fait baisser un peu la fièvre. Moi, je souhaiterais qu'on revienne sur la question de la manière dont avance la science par rapport au paradigme. Et qu'est-ce que c'est que finalement un paradigme? Oui, alors on a ça, c'est vrai que c'est un point qui est un petit peu important, qui est dû à un philosophe des sciences qui s'appelait Thomas Kuhn, qui a mis au jour cette notion donc qu'on appelle aujourd'hui le paradigme, et qui est la façon dont nous fonctionnons en tant que scientifiques. C'est-à-dire que si vous lisez un ouvrage qui traite de l'histoire des sciences, on va vous présenter ça de façon linéaire. C'est-à-dire qu'on va vous dire que les gens progressent de façon continue dans les connaissances et qu'il y a un mécanisme d'essai-erreur qui fait qu'on progresse lentement vers la vérité et qu'on veut toujours aller qu'en s'améliorant. Et surtout, ce qui est en complète contradiction avec la vie qu'on a dans un laboratoire et qu'on aimerait bien que nos hommes politiques comprennent, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que cette vision linéaire où la science se bâtit par petits pas est quelque chose qui est purement scolaire. C'est-à-dire on présente les choses comme ça, mais ça n'est pas du tout la réalité de celui qui travaille dans un laboratoire de recherche. Et ça, Thomas Kuhn l'a bien montré, la recherche progresse par paradigme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se met en place un cadre conceptuel dans lequel tout le monde est content. Les gens partagent ce cadre, et c'est ce qu'on appelle le paradigme, et tout ce qui ne rentre pas dans ce paradigme est rejeté. Mais rejeté systématiquement parce que ça échappe au cadre de ce qui est connu. Au fur et à mesure où la science se développe, les gens se fossilisent, c'est-à-dire qu'ils s'accrochent à ce paradigme et n'en échappent qu'une toute petite fraction d'individus qui sont, on ne sait pas pourquoi, suffisamment originaux, ils sont un peu bizarres, ils se sentent mal à l'aise dans le cadre, dans le paradigme, et ils cherchent un petit peu en dehors. Et puis la science continue, les faits, quand le paradigme doit être changé, les faits s'accumulent, et ils s'accumulent de façon négative. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses, de faits expérimentaux, qui montrent que le paradigme ne tient pas, qu'il y a un problème. Et plus il y a de faits qui s'accumulent et qui montrent que ça ne tient pas, plus il y a de gens qui s'y accrochent. Il faut bien voir que ça fonctionne comme ça, la science. C'est-à-dire qu'on s'accroche comme des désespérés
à quelque chose dont on sent, il y a de plus en plus de preuves que ça ne marche plus, mais ça va demander un tel effort, et c'est là qu'il faudrait voir avec des psychiatres pourquoi on fait ça, mais ça va demander un tel effort intellectuel de renoncer à tout ce à quoi on a l'habitude, au cadre confortable dans lequel on évoluait, qu'on préfère garder le paradigme et nier toutes les évidences qui montrent que ça ne va plus. Et puis, il va arriver ce qui va arriver, ce qu'on appelle la révolution scientifique. Par exemple, c'est ce qui s'est passé en 1927, quand la mécanique quantique a été mise en place. On a eu ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire que des tas de gens continuent à s'accrocher à la mécanique de Newton et aux équations de Maxwell en disant non, c'est ça la réalité, il n'y a pas autre chose. Et puis, il y a un moment donné, le paradigme devient tellement ténu, parce qu'il le soutient, qu'il va complètement disparaître. Et il va être remplacé par quelque chose qui est complètement nouveau, qui est une vision radicalement différente, mais qui a l'avantage d'englober l'ancienne vision, comme un cas particulier. Simplement, on a généralisé. Et c'est cette révolution scientifique qui s'est passée pour la physique en 1927, donc ça a été le paradigme de la mécanique quantique. Donc on y est maintenant depuis un siècle, dans ce paradigme-là, puisqu'on est en 2009, et que je vous dis, le basculement s'est fait en 1927 grâce à essentiellement Dirac, Heisenberg et Schrödinger. Donc les gens pour le moment évoluent dans ce paradigme qu'on appelle la mécanique quantique, et il y a des preuves qui s'accumulent, qui montrent que ça ne va pas. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait que la mécanique quantique n'est sûrement pas la réponse finale. C'est une excellente réponse, on a compris beaucoup de choses avec ça, mais il y a des choses qui ne collent toujours pas. Et donc là, on va retrouver une nouvelle révolution, on attend un nouveau changement de paradigme qui nous fera oublier, nous dira la mécanique quantique a un domaine de validité qui est restreint. Et c'est peut-être là qu'on verra d'ailleurs que ce domaine de validité étant restreint, c'est peut-être qui nous empêche de comprendre ce que c'est qu'un phénomène vital, qu'il nous manque quelque chose. Quand il y aura cette nouvelle révolution à venir, on va de nouveau, les gens vont de nouveau s'accrocher à la mécanique quantique comme des désespérés, jusqu'à ce qu'il y ait cette rupture extrêmement brusque et brutale, qu'on appelle le changement de paradigme, où la vie de la communauté entière va basculer entièrement de blanc à noir. C'est-à-dire qu'on va renier complètement les idées du passé pour accepter les idées du présent. Et la connaissance scientifique fonctionne sur ce schéma-là. Et donc c'est une succession de discontinuités, ces discontinuités étant séparées par des périodes souvent extrêmement longues de conservatisme. Et quand je dis de conservatisme, je suis gentil. C'est même parfois de négation de la réalité des phénomènes qui ne rentrent pas dans le cadre du paradigme. Et puis le temps fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, cette vision devient obsolète et on a une nouvelle discontinuité suivie d'une nouvelle période de conservatisme. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'on va changer de paradigme, on n'y est pas encore, mais la mécanique quantique ou la relativité, puisque c'est l'autre grande science qui est en concurrence avec la mécanique quantique, on sait très bien que ce sont des sciences incomplètes et qu'elles ne sont pas compatibles, donc on cherche quel est le nouveau paradigme qui pourra émerger de ça. Et c'est là où on est donc en complète contradiction avec le discours politique, enfin du moins les hommes politiques qui n'ont pas de culture scientifique et qui raisonnent sur un schéma de recherche qui fonctionne de façon linéaire et continue, alors qu'on sait très bien que la nouveauté va venir d'un individu qui peut être considéré comme le mouton noir de la communauté. C'est-à-dire celui qui est complètement perçu comme étant le fou, celui qui est complètement à côté de la plaque, et il se trouve que c'est lui qui a raison. Alors que si vous regardez ce que vont faire les hommes politiques, ils vont mettre beaucoup d'argent sur les conservateurs, et c'est normal, puisque eux, ils font le maximum pour garder l'ancien paradigme, et ils vont à la limite asphyxier le vilain mouton noir qui pourtant tient la clé de la science de demain. Et donc c'est là où il y a des erreurs monumentales qui sont faites au niveau des gestions de la recherche par le politique. Il faudrait que le politique, pour s'assurer contre ça, assure un financement régulier de gens qui ne servent à rien, en fait.
ou à la limite de contradicteur. Il faut accepter qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui font l'effort de sortir du paradigme, parce que ça coûte très cher de sortir d'un paradigme, parce que vous explorez un domaine où tout est nouveau. Et on a besoin que ces gens-là soient soutenus financièrement. Parce qu'évidemment, comme c'est difficile, si on leur coupe tous leurs moyens de recherche, tous leurs crédits, et qu'on décrète que ces recherches sont vouées à un échec, on est en train de passer à côté d'un truc formidable. Donc c'est pour ça qu'actuellement, ce qu'on voit actuellement donc, dans la politique de pilotage de la recherche par les instances politiques, nous les chercheurs, on est assez mécontents, parce que la recherche devient extrêmement finalisée, et justement, on sait que tous ces individus qui sont un petit peu originaux, qui jusqu'à présent pouvaient vivre dans un système où l'argent public arrivait de façon régulière, ces gens-là vont disparaître. J'aurais une question concernant le système de dynamisation de Marcel Violet, Oui. que vous l'utilisez vous-même pour consommer. Qu'est-ce Oui. que vous pourriez nous dire à ce sujet et sur les effets que vous en ressentez? Alors, tout ce que je peux vous en dire, c'est que sur comment ça marche, ça, j'en ai strictement aucune idée. Pourtant, j'en connais un rayon sur l'eau. Mais c'est quelque chose qui échappe complètement à ma compréhension scientifique. Donc, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux que constater sur une personne, c'est-à-dire moi-même, les effets de cette eau. Puisque, au départ, comme tous les scientifiques, j'étais très sceptique quand on m'a dit on va mettre une électrode dans de l'eau et puis ça va. Alors, ils ont une expression qui s'appelle dynamiser l'eau, qui veut dire ce que ça veut dire. On ne sait pas en fait exactement ce que ça veut dire, et que cette eau, en fait, j'ai lu un petit peu ce qu'a écrit Marcel Violet, ce seraient des ondes cosmiques de ultra haute fréquence qui seraient captées par un condensateur en cire d'abeille, qui serait transmis ensuite à l'eau via une électrode. Bon, pourquoi pas? Après tout, Marcel Violet était académicien, c'était un scientifique, donc il est possible, il est probable qu'il ait raison, mais même si on n'est pas capable, c'est des ondes de tellement haute fréquence que la physique ne les connaît pas. Mais ça ne me gêne pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas utiliser quelque chose. Hein. Les gens, les navigateurs qui ont trouvé l'Amérique utilisaient une boussole alors que personne ne savait ce que c'était que le magnétisme. Donc, c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose qu'on ne peut pas faire des choses avec. Donc ça ne me gêne pas. Par contre, ce qui me gêne, c'est donc tous les discours qu'on peut avoir sur l'eau violet. Et donc, j'ai pris la décision, quand on m'a offert un appareil, parce que de moi-même, je n'aurais jamais acheté ce type d'appareil, c'est clair, mais comme on me l'a offert, j'ai dit, je vais essayer. Donc, j'ai mis mon électrode. J'ai commencé par une électrode à l'argent. La première conséquence, c'est que, alors que je buvais quasiment pas d'eau, je buvais toujours des tisanes, oui, du café, éventuellement des jus de fruits, et puis bon, un petit peu de vin, parce qu'on aime bien l'aspect. Tous les scientifiques sont assez amateurs d'alcool. Par contre, je buvais pas d'eau du tout. Hein. Et bien, quand j'ai commencé à mettre cette électrode, effectivement, j'ai ressenti une envie de boire. La bouteille est là et il faut que je prenne le verre pour boire. C'est-à-dire que je sens une envie de boire cette eau. Ensuite, très vite, je me suis rendu compte qu'avec l'argent, je n'étais pas très bien. Et donc, c'est l'avantage de la méthode Violet, c'est que si une électrode ne vous convient pas, ben vous en mettez une autre. Donc, dans le kit, m'était fourni une électrode en cuivre et une électrode en carbone. J'ai essayé le cuivre, bouf, et ça ne m'allait pas non plus. Puis, tout d'un coup, l'eau au carbone me convient. Et donc, oui, depuis 1 an et demi, je bois à peu près 2 litres d'eau Marcel Violet par jour. Alors que j'aurais été incapable avant de boire ne serait-ce que 10 millilitres. Et si je regarde sur la vie, c'est ça qui m'intéresse dans cette eau Marcel Violet, c'est que finalement, il ne faut pas dire que c'est une eau qui soigne, elle ne soigne rien du tout. Par contre, elle vous donne un bien-être. Ça, c'est indiscutable. Avant que je boive cette eau, j'étais stressé. Par exemple, je m'enrhumais tous les hivers, comme tout le monde. Hein. Et bien là, depuis 2 ans, je ne suis plus enrhumé, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai plus ce passage obligé par la grippe ou par De même, je sens en moi une énergie, un entrain que je n'avais pas il y a 2 ans. Donc c'est tout ce que je peux dire sur l'eau Marcel Violet.
moi, ça me fait de l'effet, et ce que je sais, c'est que ça fait de l'effet sur beaucoup de personnes. Et en particulier, je suis assez admiratif de ce qui se fait en Inde, par une personne qui s'appelle Bhagwandas, qui, lui, amène cette eau à des populations qui n'ont aucun médicament, parce qu'elles sont tellement pauvres qu'elles ne peuvent pas se payer les médicaments, et qui, avant que cette eau n'arrive, étaient terriblement malades, de tas de maladies. Et le fait de boire cette eau-là, visiblement, l'état global sanitaire de ces populations devient de bon niveau. Et là, c'est une expérience qui porte sur plusieurs centaines de milliers de personnes. Ce n'est pas un cas comme moi. Donc voilà, il faudrait que la science se penche sur l'eau Marcel Violet. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des crédits qui soient débloqués pour qu'on étudie cette eau. On a des appareils aujourd'hui fantastiques. Si on pouvait avoir les moyens d'étudier cette eau, de comprendre un petit peu, elle doit sûrement hydrater très fortement les cellules. Il doit y avoir quelque chose dans cette eau qui est clairement sûrement pas de nature chimique, parce que c'est de l'eau, hein, il n'y a rien d'autre. Mais par contre, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on retire un excellent bénéfice. Moi, sur le plan personnel, j'ai pu le constater. Mais ne me demandez pas d'expliquer pourquoi. Moi, j'aurais une dernière question. On a parlé donc d'art et de physique, Oui. de science. Vu le temps que vous passez à réfléchir sur l'eau, est-ce que vous auriez une... Est-ce que l'eau, si l'eau était une musique, quelle serait-elle? Et quel genre? Alors, l'eau a une musique, hein. Il suffit simplement, il y a ce qu'on appelle le bouddhisme zen. Je pense que vous savez que le simple fait de faire couler de l'eau est une façon de faire de la méditation. Et qu'il y a certaines personnes qui mettent ça dans leurs appartements, des fontaines, parce que le simple fait d'écouter l'eau qui coule peut vous amener dans des états méditatifs. Il y a pour ceux qui ont du mal à faire de la méditation, ça peut être une excellente introduction. Simplement se laisser aller. Et l'eau fait... Bon, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais elle vous lance dans des états méditatifs, vous font penser à des choses, des images qui arrivent. Moi, je le fais régulièrement. Parce que j'appréhende, comme vous dites, que j'expérimente beaucoup sur l'eau avec des outils scientifiques, mais j'expérimente aussi avec des approches plus artistiques. C'est-à-dire que je me laisse imprégner par tout ce que les gens ont écrit, puis j'essaye, j'écoute de l'eau qui coule. Avec un peu d'imagination, est-ce qu'il y aurait une musique qui vous viendrait là, et qui représenterait bien votre travail sur l'eau, ou vos découvertes, ou en tout cas votre, je ne sais pas si on peut appeler votre amour pour l'eau, ou en tout cas Oui. votre passion pour l'eau, soit une musique, ou tout simplement une autre forme d'art. Alors bon, je vais déjà évacuer le problème de la musique. Disons, le morceau qui me vient spontanément à l'esprit s'appelle Mrs. Dermott. C'est un morceau traditionnel qui est joué par un groupe folklorique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Trian, qui est un groupe celtique. La première fois que j'ai écouté cette musique, je me suis mis à pleurer comme une madeleine. Ça ne m'était jamais arrivé. Et là, pleurer, vous voyez, ça veut dire de l'eau. Donc, chaque fois que j'écoute cette musique, j'ai des larmes qui viennent aux yeux. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de parole, c'est juste une mélodie très ancienne du Moyen-Âge. Visiblement, elle doit rentrer en résonance, comme je suis fait à 70% d'eau, avec l'eau de mon cœur. Du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Et que là, cette musique parle directement à mon corps, via l'eau. Donc ça, c'est clair, il y a des morceaux comme ça qui vous brisent, quoi. Je veux dire, et vous ne pouvez pas résister, ça sort comme ça. Et alors là, je serais bien incapable de vous dire pourquoi. Bon, ça fonctionne. Et sur le plan artistique, oui, alors là, je suis fasciné par un peintre japonais, enfin 2 peintres japonais, Hokusai, et le deuxième, bon, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est des gens, enfin, c'est 2 peintres qui ont la particularité de représenter les vagues. Si vous connaissez les œuvres d'Hokusai, il y a
la façon qu'ont ces peintres japonais de représenter l'eau, c'est l'eau en mouvement, avec l'écume, la mousse. Et c'est là où, quand on voit ça, on pense à une phrase de Victor Hugo, « L'eau a des griffes ». Et on voit très bien dans les peintures japonaises, ces griffes qui jaillissent, c'est des eaux tourmentées, agitées par le vent, qui font des magnifiques vortex aussi, qui sont très très bien représentés. Pour quelqu'un qui aime la physique comme moi, on sent que l'artiste est allé jusqu'au fin fond de la réalité de ce que c'était qu'une structure fractale, avec comme illustration l'eau. Donc ça oui, les deux peintres japonais, je ne me rappelle plus du nom du deuxième, parce que hélas, c'est des noms japonais. Donc, Okusa, je m'en souviens, mais le deuxième, je n'ai plus le nom en tête, mais ils sont deux qui m'ont particulièrement marqué, parce qu'ils se sont intéressés à l'eau sous son aspect vortex, sous son aspect fractal. Et c'est extrêmement bien rendu, y compris d'un point de vue scientifique. Et enfin, si vous étiez poète, vous feriez rimer l'eau avec quel mot? Alors, si j'étais poète, je ferais rimer l'eau avec quel mot? Le problème, c'est que je ne suis pas poète. Ou avec quelle idée, ou avec quel... Je suis plus à l'aise avec la musique et la peinture qu'avec le discours poétique. Ou alors quel mot vous viendrait? Un synonyme de l'eau, poétiquement parlant. Alors, je ne peux pas. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une raison. C'est que l'eau est quelque chose qui est multiforme. Et un mot ne peut pas suffire à la décrire. Donc si je vous donnais un mot, je serais forcément insatisfait. Et c'est pour ça que je ne veux pas donner un mot. À la limite, une phrase serait plus appropriée. Une phrase ? Mais une phrase, c'est encore trop court. Il faudrait tout un poème, et ça, je suis incapable de l'écrire. Et même, je ne suis pas sûr qu'un poème serait suffisant. Et moi, je pense que, bon, j'ai un petit peu regardé ça. Vous savez, on a deux hémisphères. Un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Et le langage, quand vous essayez de mettre des mots derrière quelque chose, c'est que déjà, vous cassez l'objet. Alors que la peinture et la musique ont cet avantage, c'est que vous ne cassez rien du tout. C'est-à-dire, dans un tableau, vous pouvez mettre une infinité d'informations, et ça va bien pour l'eau. Dans un morceau de musique, vous pouvez mettre une infinité d'informations, de fréquences, et ça va bien pour l'eau. Dans des mots, c'est trop analytique pour que je puisse... Enfin, je ressens actuellement une incapacité de donner une phrase qui qualifierait l'eau. Peut-être l'eau c'est beau, mais c'est complètement plat et ça n'a aucun intérêt. À mon avis, le langage, l'eau doit plus s'imaginer, se chanter, se peindre que se parler.